없고 있죠. Le Président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. La parole va être donnée à M. Doc Paris, qui va poursuivre la lecture des paragraphes pertinents de l'ordonnance de clôture. Mais avant cela, la Chambre va répondre à la question soulevée par le co-avocat principal pour les parties civiles, lequel a dit qu'il n'avait pas été donné lecture de 2 paragraphes. Il a aussi été fait mention des conséquences de ce fait concernant le paragraphe 261, ou plutôt 161. Ce paragraphe a été lu par Madame Sakolwuti. En ce qui concerne l'autre paragraphe, le paragraphe 282, eh bien, sachez que seuls les paragraphes pertinents au regard des faits retenus contre les personnes mises en examen sont lus. La Chambre a donné instruction au greffier de ne pas donner lecture des paragraphes qui ne sont pas considérés comme portant sur les faits allégués à l'encontre des accusés. Ceci est également conforme au document E124-7.2. De surcroît, la Chambre a décidé qu'il ne serait pas donné lecture des autres paragraphes. Par exemple, ceux qui portent sur la qualification juridique des faits ainsi que les modes de participation, car cela n'est pas directement pertinent au regard des faits allégués contre les accusés. La partie civile. Monsieur le Président, j'aimerais me corriger. J'avais dit paragraphe 161. En fait, je voulais dire paragraphe 261. Merci. Le Président. La parole est à présent donnée à M. Doc Paris qui va continuer la lecture des paragraphes pertinents de l'ordonnance de clôture. Pour les paragraphes 873 à 879, 893 à 901, 1016 à 1024, paragraphe 1146, paragraphe 1151 à 1162, paragraphe 1580 à 1584, paragraphe 1589 à 1597 et paragraphe 1601 à 1604. Je vous en prie. Doc Paris. Rôle dans l'appareil de sécurité du PCK. Membre du comité militaire du comité central. Paragraphe 873. Nonchea a été membre du comité militaire du comité central. Cela est confirmé par Yang Sari et expurgé.
et par le discours qu'il a tenu à l'occasion du 9e anniversaire de l'ARK au nom du comité militaire du PCK. Duch a expliqué que Nuon Chea faisait partie de ce comité, mais il est difficile de dire si Duch savait cela à l'époque ou bien s'il l'a appris en consultant le dossier. Dans un cas comme dans l'autre, Duch savait à l'époque que Nuon Chea était responsable des affaires militaires et de sécurité. Nuon Chea a admis qu'un tel comité avait existé sous le régime du PCK, dont les rôles étaient la défense nationale et les purges des ennemis internes. Mais il a fermement nié en avoir été membre. Paragraphe 874. D'autres éléments de preuve figurant dans le dossier viennent confirmer que Nuon Chea était responsable des questions de sécurité. Duch a ainsi déclaré que le travail de sécurité était décidé par Pol Pot, mais que c'était Nuon Chea qui était son représentant. Un télégraphiste du secteur autonome 105 a donné les explications suivantes. Pour le travail de sécurité, j'ai envoyé à Nuon Chea mes dactylographies. Nuon Chea donnait continuellement des directives portant sur le travail de sécurité. Fin de citation. D'autres témoins ont confirmé les responsabilités qu'exerçait Nuon Chea dans ce domaine. Lors d'un entretien avec un journaliste, Nuon Chea a affirmé que Son Sen était responsable du ministère de la Défense et ajoute que lui-même n'était pas en mesure d'intervenir ou de donner des ordres concernant la sécurité intérieure, cette dernière relevant du comité militaire. Paragraphe 875. Concernant les questions militaires, l'organe central de l'ARK était l'état-major dirigé par Son Sen, tandis que Pol Pot était responsable de l'armée en général. Néanmoins, en tant que secrétaire adjoint du comité central et membre du comité militaire du comité central, Nuon Chea prenait une part active au traitement des affaires militaires, aux côtés de Pol Pot et de Son Sen. Lors d'un interrogatoire, Duch a déclaré « Tout devait passer par Nuon Chea, même les affaires militaires. » Fin de citation. Il s'avère que Nuon Chea a participé à la planification militaire de l'attaque contre Phnom Penh en avril 1975. De surcroît, de nombreux témoins ont confirmé que Nuon Chea avait exercé certaines responsabilités d'ordre militaire sous le régime du PCK. S'occupant notamment de la formation politique des membres de l'ARK et de la nomination des cadres militaires. Un opérateur téléphonique attaché à Son Sen a enfin expliqué que ce dernier et Nuon Chea n'échangeaient pas de télégrammes car ils se rencontraient et travaillaient ensemble tous les jours. Fin de citation. Selon la même personne, Nuon Chea, pour sa part, ne se rendait jamais à l'état-major où Son Sen rencontrait régulièrement les représentants des divisions. Cette version est étayée par le fait que les procès-verbaux des réunions de l'état-major, des divisions centrales et des régiments indépendants ne citent jamais Nuon Chea
parmi les présents. « 876. Même si la politique étrangère ne constituait pas la responsabilité première de Nunchea, il a bel et bien exercé certaines fonctions concernant les questions de sécurité internationale. En tant que membre titulaire du comité permanent, il participa à la prise des décisions sur la politique et la stratégie relatives aux frontières du Cambodge et vis-à-vis du Vietnam. Il a donné son avis et émis des instructions précises sur ces questions. Nguyen Chia a négocié avec les autorités vietnamiennes et a participé à la rédaction du livre noir sur la politique étrangère du Vietnam. Il lui a été envoyé copie de la grande majorité des télégrammes qui ont été conservés concernant la situation sur les différents théâtres d'opération et à la frontière vietnamienne. Télégrammes dans lesquels il était souvent question des mouvements de troupes, des attaques militaires et des blessés. Certains de ces télégrammes contiennent des demandes d'instruction ou de matériel adressées au centre du PCK, ou encore confirment que les instructions ont bien été exécutées ou que le matériel a été reçu. Il existe aussi des preuves que Nguyen Chia était habilité à envoyer des instructions aux échelons inférieurs concernant les questions de sécurité internationale et qu'il l'a fait à plusieurs occasions par télégramme ou par lettre. មន្ទីរសន្តិសុខស21និងការដ្ឋានស20 Centre de sécurité S21 et camp de travail S24, Pressor. Paragraphe 877. Lors de plusieurs interviews qu'il a accordées après la chute du régime du PCK, Nguyen Chia a expliqué qu'il n'avait pas eu connaissance de l'existence de S21 avant 1979 et que tout document le mettant en cause était forcément fabriqué. Il a ajouté que Deutsch travaillait pour le ministère de la Défense et de la Sécurité intérieure, dont le responsable était Son Sen. En fait, bien qu'il ait affirmé le contraire, il existe des preuves solides que Nguyen Chia a été responsable du centre de sécurité S21, ainsi que du camp de travail S24, Pressor, qui lui était associé, et ce depuis le moment de leur établissement jusqu'au 6 janvier 1979. Paragraphe 878. Du 15 août 1975 au 15 août 1977, à S21, In Lorn, alias Nat, puis Deutsch, avait pour supérieur direct Son Sen. Deutsch comprenait que l'autorité de Son Sen découlait de sa qualité de membre du comité militaire du centre du PCK. Membre du comité permanent du PCK et président de l'état-major. Bien que Deutsch n'ait pas eu de contact direct avec Nguyen Chia au cours de cette période initiale, les conversations qu'il avait avec Son Sen lui ont fait comprendre que Nguyen Chia, en tant que secrétaire adjoint et numéro 2 du parti, était responsable de S21 au-dessus de Son Sen. Son Sen
ayant pour supérieur Nuon Chea, qui était lui-même sous l'autorité de Pol Pot. Fin de citation. Il n'est pas toujours possible de déterminer avec certitude dans quelle mesure l'accès au dossier a permis à Deutsch de mieux connaître et de mieux comprendre les rapports hiérarchiques qu'entretenaient ses supérieurs. Mais ce qui est certain, c'est qu'à l'époque, Deutsch savait que Nuon Chea était le supérieur de Son Sen concernant S-21. Paragraphe 879. Le 15 août 1977, Son Sen avait quitté Phnom Penh pour se rapprocher des lignes de front du conflit avec le Vietnam. Et Nuon Chea a convoqué Deutsch à son bureau de l'Institut bouddhique. À compter de ce moment, Deutsch a compris qu'il devait faire rapport à Nuon Chea, qui était désormais son superviseur direct. Au dire de Deutsch, Nuon Chea lui a fait savoir que, citation, le chef de S-21 n'était pas Deutsch, mais que c'était lui, Nuon Chea, qui était le chef. Fin de citation. Même s'il faisait directement rapport à Nuon Chea, Deutsch est resté en contact avec Son Sen, qui lui téléphonait 1 ou 2 fois par mois. Et même si Deutsch ne lui envoyait plus directement les aveux, Son Sen a continué de participer à la supervision de S-21 et d'après Deutsch, il se considérait comme son superviseur. Association avec d'autres hauts dirigeants du PCK, paragraphe 893. Nuon Chea a été personnellement et politiquement associé aux autres membres importants du PCK pendant de nombreuses années. Durant le régime du PCK, en plus des 2 bureaux dont il disposait à Boré-Kélan et à Vidyalaya Preah Soramarit, c'est-à-dire l'Institut bouddhique, Nuon Chea a résidé et travaillé quotidiennement avec Pol Pot, Khieu Samphan, Ieng Sary et Son Sen à K1 et K3 pendant presque toute la durée du régime. Paragraphe 894. Nuon Chea a visité au moins un entrepôt en compagnie de Khieu Samphan et de Van Rit. Et il s'est rendu au ministère des Affaires étrangères avec Pol Pot et Khieu Samphan. Nuon Chea a aussi effectué des visites dans les campagnes en compagnie d'autres membres du parti, dont Pol Pot, Khieu Samphan et Ieng Sary. Il a participé aux rassemblements importants du parti en compagnie d'autres dirigeants du PCK, dont Pol Pot, Ieng Sary, Khieu Samphan et Ieng Thiret. Nuon Chea a accueilli des délégations étrangères à Phnom Penh, aux côtés d'autres dirigeants, y compris de Son Sen, Khieu Samphan, Ieng Sary et Pol Pot. Enfin, Nuon Chea a régulièrement adressé, depuis Phnom Penh, avec d'autres dirigeants du PCK, des communications à des gouvernements étrangers. Participation au projet commun. Déplacement de population, paragraphe 895. Par les différents rôles qu'il a exercés au sein du PCK, Nuon Chea a participé au déplacement de population des villes et agglomérations vers les zones rurales, ainsi que d'une zone rurale à l'autre. Paragraphe 896. Le PCK
a déplacé la population de plusieurs villes avant le 17 avril 1975, alors que Nuon Chea siégeait au comité permanent. Selon Khieu Samphan, lors du premier congrès de 1960, auquel Nuon Chea a participé, la ville a été décrite comme l'endroit où les ennemis de la Révolution étaient le plus à même de se rassembler. Dans un discours prononcé en juillet 1978, Nuon Chea a confirmé cette position, affirmant qu'avant 1975, il y avait peu d'ennemis dans les zones rurales, mais beaucoup dans les villes. De plus, dans le discours qu'il a prononcé le 16 janvier 1977 à l'occasion du 9e anniversaire de l'ARK, Nuon Chea a fait allusion à l'évacuation de Banam, dans la zone Est, en 1973, et à celle d'Udong, zone spéciale, en 1974. Paragraphe 897. À plusieurs occasions, sous le régime du Kampuchea démocratique et après la chute de ce dernier, Nuon Chea a approuvé et défendu cette politique. Il a d'abord expliqué que les villes avaient été évacuées pour des raisons de sécurité immédiatement après la libération, dans le but de déjouer le complot, qui prévoyait une action commune impliquant les États-Unis, le KGB et le Vietnam, afin d'arracher le pouvoir au PCK. Après la chute du régime, il a ajouté que l'évacuation était nécessaire pour protéger la population contre la guerre et qu'il s'agissait d'une mesure temporaire justifiée par la pénurie d'aliments et de carburant dans les villes. À propos des déplacés, il a déclaré, citation, « Peu de gens sont morts. Après, oui. Mais pendant l'évacuation, ils étaient encore physiquement solides. » Fin de citation. Nuon Chea était également informé des déplacements de population durant l'ère du PCK par la réception de télégrammes, tels que celui daté du 11 septembre 1977, qui mentionne la distribution des gens du peuple nouveau de Siem Reap vers d'autres districts. Première phase. Paragraphe 898. Nuon Chea a pris part au processus de décision qui a conduit au déplacement de la population des villes, en particulier Phnom Penh, vers les campagnes. À partir du 17 avril 1975, lors d'un entretien accordé après la chute du régime, il a déclaré que cette décision avait été prise par le centre du parti. Il a toutefois dit également que l'analyse qui avait conduit à la décision d'évacuer les villes avait été prise par le comité militaire du PCK. Un comité dont il nie avoir été membre. Paragraphe 899. Nuon Chea a continué à participer à la planification de cette politique par sa participation à des réunions qui ont eu lieu fin mars et début avril 1975. Début avril, une réunion a eu lieu au bureau de Pol Pot, dans le village de Tang Pon, district de Kampong Tralak, province de Kampong Chhnang.
Il s'agissait de discuter de l'évacuation de Phnom Penh et des modalités de mise en œuvre de cette politique. Nuon Chea a participé à la réunion et y a pris ses propres notes. Et un témoin indique qu'il avait, citation, également exprimé ses impressions et son accord. Fin de citation. Paragraphe 900. Nuon Chea a participé en avril 1975 à la planification et à la coordination militaire de l'attaque de Phnom Penh, qui a précédé le déplacement des habitants de la ville. Lors d'un entretien accordé après la chute du régime, Nuon Chea a déclaré, citation, « Nous avons attaqué et nous avons pris des bases militaires à l'intérieur, de sorte que le 17 avril 1975, l'armée est entrée dans Phnom Penh et l'a libérée complètement. » Fin de citation. Avec d'autres dirigeants du PCK, Nuon Chea a quitté l'ancien quartier général du PCK le 17 avril 1975 et est entré dans Phnom Penh le ou aux environs du 20 avril 1975. Cette chronologie concorde avec la première réunion connue des dirigeants du PCK qui s'est tenue à Phnom Penh, une semaine à peine après la libération, à la gare ferroviaire. Réunion à laquelle Nuon Chea a été signalé parmi les présents. Deuxième phase. Paragraphe 901. La décision de déplacer des personnes de la zone centrale, ancienne zone nord, de la zone sud-ouest, de la zone ouest et de la zone est vers la zone nord et la zone nord-ouest a été prise par les membres du comité permanent après leur visite de la zone nord-ouest entre le 20 et le 24 août 1975. Il est probable que Nuon Chea ait participé à ce voyage et à la réunion du comité central qui lui a succédé. Il était également au moins au courant de l'existence du document du parti daté de septembre 1975 indiquant qu'il fallait transférer le peuple nouveau vers les zones nord et nord-ouest. Document qui coïncide avec une réunion du comité permanent élargi de septembre 1975, qui avait pour objet de discuter la consolidation de l'agriculture et de l'industrie, et à laquelle Nuon Chea a participé. Le télégramme 15, daté de novembre 1975, sur les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de la décision de déplacer massivement des Cham et d'autres personnes hors de la zone est vers la zone nord, a été envoyé par Chon à Pol Pot et en copie à Nuon Chea. Un témoin chargé des télégrammes pour le bureau du centre K1 a déclaré que le président de l'unité des télégrammes avait pris la décision d'envoyer copie de ce télégramme à Nuon Chea pour la raison suivante. Citation. Comme ce télégramme traite des affaires des habitants, il était envoyé à Nuon Chea, qui était chargé de trouver la solution. Fin de citation. ទំនាក់ទំនងជាមួយមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជា Association avec d'autres hauts dirigeants du PCK, paragraphe 1016. Ieng Sary a été personnellement et politiquement associé aux autres membres importants du PCK pendant de nombreuses années. Sous le régime du Kampuchea démocratique, il a vécu et travaillé avec Son Sen, Khieu Samphan
Nguyen Chea et Pol Pot, AK1 et AK3. Paragraphe 1017. Ieng Sary a été associé aux hauts dirigeants du régime. Pol Pot, Ieng Thiret, Khieu Samphan et Nguyen Chea, et à de très nombreux titres, notamment lors d'importantes réunions du parti. Et ce, en prenant part aux préparatifs des déplacements dans les zones, en les aidant à rédiger des discours, ou encore en les accueillant à B1. Ieng Sary et Khieu Samphan ont reçu des délégations étrangères ensemble, et se sont rendus à l'étranger ensemble. Ieng Sary et Khieu Samphan se sont aussi rendus dans les campagnes et ont inspecté ensemble des coopératives et des camps de travail. Participation au projet commun. Déplacement de population. Paragraphe 1018. Par les différents rôles qu'il a exercés au sein du PCK, Ieng Sary a participé au déplacement de population des villes et agglomérations vers les zones rurales, ainsi que d'une zone rurale à l'autre. ទៅជនបទរួមទាំងការផ្លាស់ទីលំនៅពីតំបន់ជនបទមួយទៅជនបទមួយទៀតកថាខណ្ឌ1000 Paragraphe 1019. Le PCK a déplacé la population d'un certain nombre de villes avant le 17 avril 1975, alors que Ieng Sary siégeait au comité permanent. Et l'intéressé admet avoir examiné cette question avec Pol Pot près de Phnom Penh en 1974. Il est possible que ces discussions aient eu lieu lors de la conférence du comité central de juin 1974. Paragraphe 1020. Tant sous le régime du Cambodge démocratique qu'après la chute de ce dernier, Ieng Sary a publiquement approuvé et défendu la politique du PCK, consistant à vider les villes de leurs habitants et à transférer ces derniers vers les campagnes. En juillet 1978, Ieng Sary a avancé 3 raisons pour expliquer l'évacuation des villes du Cambodge. Citation. La pénurie alimentaire, la présence de réseaux ennemis et l'expérience de la population dans le domaine agricole. Fin de citation. Dans le même mois, il expliquait qu'une fois l'industrie développée, les personnes pourraient retourner dans les villes. Lors de rencontres avec des délégations étrangères, Ieng Sary a affirmé que les transferts de population avaient été planifiés à l'avance et qu'ils étaient rendus nécessaires par la probabilité de bombardements, la présence d'espions, les risques de famine et les impératifs de la production agricole à la campagne. Il a aussi avalisé cette politique lors de réunions de son personnel à B1, affirmant que cela avait été fait pour débarrasser les gens de leurs habitudes de citadins. Ieng Sary a été informé par télégramme des déplacements forcés de population opérés après la prise du pouvoir par le PCK. Par exemple, celui en date du 11 décembre 1977, qui mentionne la distribution des gens du peuple nouveau de Siem Reap vers d'autres districts. Paragraphe 1021. Après le 6 janvier 1979, Ieng Sary a continué d'approuver et de défendre la décision de vider de leurs habitants diverses villes et agglomérations. En 1980, par exemple, il a soutenu que la décision de vider les villes avait été prise parce que le PCK craignait que le Vietnam puisse s'infiltrer parmi les dirigeants du PCK et les assassiner.
La même année, il a affirmé que lors de son arrivée à Phnom Penh, la ville était déjà vide et qu'une telle décision n'aurait pas été prise si le PCK avait compté plus de gens pensant comme lui. En 1993, le mouvement pour l'Union nationale démocratique, créé par Ieng Sary, a déclaré dans un communiqué que le transfert de population avait été jugé nécessaire pour apprendre aux citadins à endurer la souffrance physique et psychologique en les faisant travailler dur. Première phase. Paragraphe 1022. Ieng Sary a participé au transfert de la population de Phnom Penh. Même s'il ne se trouvait pas à Phnom Penh quand ont eu lieu des réunions au cours desquelles a été définitivement arrêté le plan d'évacuation de la ville, il est arrivé à Phnom Penh en provenance de Pékin le 22 ou le 23 avril 1975 et a indiqué qu'à ce moment-là, la ville était déjà vide. Ieng Sary reconnaît avoir examiné ce projet avec Pol Pot en 1974 et avoir informé ce dernier que les Chinois souhaitaient savoir ce que comptait faire le PCK en cas de victoire. Pol Pot a répondu que le plan consistait à évacuer la ville et que les Chinois n'avaient pas à s'inquiéter puisque l'expérience avait déjà été faite à Stung Treng et Kratie. Ieng Sary a déclaré qu'à ce stade, on ne savait pas encore bien si Phnom Penh serait complètement vidé de ses habitants ou non. Selon lui, le plan consistait à évacuer la ville, après quoi, citation, nous, fin de citation, verrions bien quelle serait la réaction des Cambodgiens et des États-Unis. En septembre 1996, Ieng Sary a en outre admis qu'il avait averti Pol Pot en 1974 que l'évacuation de Phnom Penh ne serait pas aussi aisée que celle des plus petites villes de Stung Treng et Kratie. Il avait prévenu que tout devait être, citation, organisé de façon précise, car on parlait là de millions de personnes. Fin de citation. D'après lui, tout avait déjà été décidé au moment où il était arrivé dans la ville. Et il ne servait plus à rien d'en parler. Paragraphe 1023. Les explications successives que Ieng Sary a données sur les raisons ayant conduit à l'évacuation de Phnom Penh ont varié avec les années. En septembre 1975, il a affirmé que l'évacuation de la population de Phnom Penh répondait à deux raisons. Premièrement, étant donné qu'une pénurie alimentaire sévissait et que le PCK n'avait pas suffisamment de moyens de transport pour approvisionner Phnom Penh, il avait été décidé de transférer la population vers les campagnes, où il y avait à manger. On évitait ainsi également d'avoir à demander de l'aide à d'autres pays. Deuxièmement, on avait découvert un document exposant les détails d'un plan secret établi par la CIA et le régime vaincu de Lon Nol pour s'attaquer et résister au PCK victorieux à Phnom Penh. Selon Ieng Sary, la population était libre de retourner à Phnom Penh si elle le souhaitait, et que « 100 000 personnes l'avaient ainsi fait ». En octobre 1975, Ieng Sary déclarait que l'évacuation de Phnom Penh avait été nécessaire
pour déjouer un plan américain de déstabilisation du gouvernement du PCK. En mai 1977, Ieng Sary a affirmé qu'après l'évacuation, citation, l'évacuation initiale, les villes étaient en train de se repeupler. Fin de citation. Et que les zones dépeuplées étaient utilisées pour la production. Il a aussi reconnu qu'entre 2000 et 3000 personnes étaient décédées durant l'évacuation de Phnom Penh. Le 15 janvier 1978, Ieng Sary a donné une explication détaillée à l'ambassadeur danois sur l'évacuation de Phnom Penh. Il a expliqué que cela avait été mis en place en raison du manque de nourriture, de la situation sécuritaire et de la nécessité d'augmenter la production agricole. 2024 ការសម្រេចផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនចេញពីភូមិភាគកណ្ដាលខេត្តឧត្តរភូមិភាគកណ្ដាល Deuxième phase, paragraphe 1024. La décision de procéder à des transferts de population depuis les zones centrales, anciennes zones nord, sud-ouest, ouest et est vers les zones nord et nord-ouest a été prise par le comité permanent après sa visite dans la zone nord-ouest du 20 au 24 août 1975. Même s'il est possible que Ieng Sary ait été absent du Cambodge à ce moment-là, il a reconnu avoir assisté en septembre 1975 à une réunion du comité permanent élargi qui avait pour objet de discuter de l'établissement d'une dictature et de la consolidation de l'agriculture et de l'industrie. Or, un document du parti dont la date coïncide avec celle de la réunion en question mentionne la nécessité de transférer le peuple nouveau vers les zones nord et nord-ouest. Autre rôle, l'armée, paragraphe 1146. Tant avant qu'après le 17 avril 1975, Khieu Samphan a été mentionné comme vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et commandant en chef des FAP-LNK. Doik suggère que Khieu Samphan était seulement le chef théorique du comité militaire, citation, une image pour l'extérieur, fin de citation, tandis que dans les faits, c'est Pol Pot qui exerçait son contrôle sur l'armée. Association avec d'autres hauts dirigeants du PCK. Paragraphe 1151. Khieu Samphan a été personnellement et politiquement associé aux autres membres importants du PCK pendant de nombreuses années. Sous le régime du Kampuchea démocratique, il a eu des contacts réguliers avec les autres hauts dirigeants. Il a habité et travaillé à K1 et K3 avec Son Sen, Ieng Sary, Nuon Chea, Pol Pot et Vorn Veth, jusqu'à ce que ce dernier ait été arrêté et envoyé à S21 durant la plus grande partie du régime. Des témoins ont régulièrement vu Khieu Samphan en leur compagnie et en celle d'autres hauts dirigeants, assistant à des réunions et travaillant avec eux, et ils ont entendu à la radio des informations sur ce travail commun. Doik a indiqué que Khieu Samphan, citation, avait la confiance de Pol Pot, fin de citation, et recevait, citation, des informations privilégiées, fin de citation.
Paragraphe 1152. Khieu Samphan a présidé d'importantes réunions et sessions d'études du parti en présence de Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary et Ieng Thirit, et il y a fait des exposés. Khieu Samphan et Ieng Sary ont reçu des délégations étrangères ensemble et se sont rendus à l'étranger ensemble. Khieu Samphan et Ieng Sary se sont également rendus dans les campagnes et ont inspecté ensemble des coopératives et des chantiers. Ieng Sary était en communication régulière avec Khieu Samphan lorsqu'il s'agissait de préparer l'accueil des visiteurs ainsi que les déplacements dans les zones. Participation au projet commun. Déplacement de population. Paragraphe 1153. Par les différents rôles qu'il a exercés au sein du PCK, Khieu Samphan a participé au déplacement de population des villes et agglomérations vers les zones rurales, ainsi que d'une zone rurale à l'autre. Première phase. Paragraphe 1154. Expurgé a déclaré que Khieu Samphan avait assisté début avril 1975 à une réunion visant à prendre une décision concernant le déplacement de la population de Phnom Penh. Cette réunion a eu lieu au bureau B5, le bureau de Pol Pot, dans le village de Taing Porn, sous-district et district de Kampong Tralak, province de Kampong Chnang. Expurgé a déclaré que Khieu Samphan y avait pris des notes et, citation, exprimé ses impressions et ses avis et était d'accord avec ce plan de transfert. Fin de citation. Paragraphe 1155. Un autre témoin a affirmé que Khieu Samphan était entré dans Phnom Penh le 20 avril 1975 ou à une date proche. Ce témoin s'est rendu à Phnom At Ross le 17 avril 1975 pour se reposer et se préparer à entrer dans Phnom Penh avec un groupe de cadres du PCK et a déclaré que Khieu Samphan, Hunim et Son Sen s'étaient retrouvés à Phnom At Ross pour, citation, s'apprêter à occuper, fin de citation, Phnom Penh. Elle a déclaré que Khieu Samphan, Hunim et Son Sen avaient passé 3 nuits à Phnom At Ross avant de se mettre en route vers Phnom Penh. Paragraphe 1156. Khieu Samphan a déclaré être entré dans Phnom Penh 7 à 10 jours après le 17 avril 1975. Il a dit ne pas avoir eu connaissance du projet visant à vider Phnom Penh de ses habitants avant d'être entré dans la ville et d'avoir surpris la conversation d'un groupe de soldats à ce sujet. Il a déclaré publiquement qu'il ne pensait pas que la population de Phnom Penh aurait dû être évacuée. Paragraphe 1157. Au cours des mois qui ont précédé l'évacuation, Khieu Samphan est intervenu plusieurs fois à la radio au sujet de la situation prévalente à Phnom Penh. Entre janvier et avril 1975, il a à plusieurs reprises évoqué les événements en cours dans la ville, affirmant que la, citation, clique perfide de Lon Nol, fin de citation, était sur le point de sombrer, et enjoignant la population de Phnom Penh à se battre pour libérer la nation.
Il a aussi demandé aux ambassades étrangères et aux organismes étrangers présents à Phnom Penh d'évacuer leur personnel pour éviter toute perte humaine. Conformément à la politique du PCK, il a exhorté les habitants de Phnom Penh à aller s'établir à la campagne, les appelant à, citation, « passer en zone libérée », fin de citation, déclarant qu'il n'y avait pas de riz à Phnom Penh et leur promettant que les cadres et les combattants des zones contrôlées par le PCK étaient prêts à les aider dans leur nouvelle vie à la campagne. Et en particulier qu'ils recevraient, citation, des fournitures et des moyens en suffisance, fin de citation, pour la production agricole. Paragraphe 1158. Il a aussi engagé les cadres et les combattants du parti à balayer de toute la zone libérée les activités de pacification de l'ennemi et de façon générale à maintenir leur vigilance révolutionnaire face aux machinations de l'ennemi. Le 26 février 1975, Khieu Samphan a publié au nom du FUNC un communiqué annonçant que les 7 traîtres de Phnom Penh, Lon Nol, Sirik Matak, Son Ngoc Tanh, Cheng Heng, Entam Longboret et Sosten Fernandez devaient être exécutés, et engageant les habitants de Phnom Penh à contribuer à la libération de la nation en retournant leurs armes contre eux. Il a indiqué que, citation, la clique déloyale de Phnom Penh était au bord de l'anéantissement, fin de citation, et donné aux gens l'ordre de, citation, attaquer l'ennemi avec plus de vigueur et sans relâche, au front et à l'arrière, en vue d'accomplir leur devoir de libérer complètement et définitivement notre nation et notre peuple. Fin de citation. Le 13 avril 1975, il a déclaré dans un discours à la radio que si Lon Nol et d'autres architraîtres cités en février avaient fui le pays, une dernière poignée de traîtres poursuivait leurs agissements perfides. Et il a appelé à les vaincre définitivement. Paragraphe 1159. Le 13 août 1975, Khieu Samphan a expliqué à la radio que, citation, tout de suite après la libération, fin de citation, le FUNC avait été confronté à la famine qui sévissait à Phnom Penh et que ce problème avait été résolu en mobilisant la population afin d'accroître la production dans l'ensemble du pays. Il a répété cette affirmation dans le discours prononcé le 18 août 1976 au 5e sommet des pays non alignés à Colombo. Citation. Depuis la libération, nous avons résolu pour l'essentiel les problèmes de subsistance de notre peuple cambodgien, en particulier en ce qui concerne la nourriture. Fin de citation. Khieu Samphan a ensuite fait plusieurs déclarations approuvant ou défendant le transfert des habitants de Phnom Penh au motif que ces derniers étaient affamés. Paragraphe 1160. Expurgé a déclaré que Khieu Samphan lui avait dit dans une lettre de ne pas retourner à Phnom Penh en avril 1975,
au motif que le PCK devait évacuer la ville pour prévenir une épidémie mortelle. Lors d'un interrogatoire, Khieu Samphan a dit au co-juge d'instruction que, sans qu'il en ait un souvenir précis, il était possible que le message en question lui ait été dicté par Pol Pot. Paragraphe 1161. Un article de journal daté du 28 avril 1975 indiquait que Khieu Samphan était entré dans Phnom Penh la semaine précédente, vêtu d'un simple pyjama noir et d'un krama, et qu'il avait, citation, proclamé le triomphe de son nouveau régime de gauche. Fin de citation. En outre, un reportage du New York Times daté du 9 juillet 1982 mentionnait un entretien réalisé à Kuala Lumpur avec Khieu Samphan, au cours duquel ce dernier aurait admis avoir pris part à la décision collective de transférer de force la population de Phnom Penh. Deuxième phase, paragraphe 1162. La décision de transférer la population des zones centrales, ancienne zone nord, sud-ouest, ouest et est, a été prise par le comité permanent, après que celui-ci eut visité la zone nord-ouest entre le 20 et le 24 août 1975. Bien qu'aucune trace n'ait été conservée de la composition de cette mission, et même en admettant que Khieu Samphan n'en ait pas fait partie, Ieng Sary a déclaré que Khieu Samphan avait assisté en septembre 1975 à une réunion élargie du comité permanent qui avait pour objet de discuter la mise en œuvre d'une dictature et la consolidation de l'agriculture et de l'industrie. Un document du parti, dont la date coïncide avec celle de cette réunion, mentionnait la nécessité de transférer le peuple nouveau vers les zones nord et nord-ouest. Quatrième partie, renseignement de personnalité, Nuon Chea, paragraphe 1580. L'activité politique de Nuon Chea jusqu'en 1979 est analysée dans la section de la présente ordonnance relative au rôle des personnes mises en examen. Paragraphe 1581. À l'arrivée des troupes vietnamiennes en janvier 1979, Nuon Chea et Pol Pot retrouvèrent Ieng Sary et Khieu Samphan dans la province de Pur Sat. Lors de la réunion du comité central de février ou mars 1979, Nuon Chea poussa Pol Pot à rester le secrétaire du parti. Il fit ensuite une tournée au Cambodge, distribuant du ravitaillement aux cadres et aux combattants. En décembre 1979, le comité permanent de l'Assemblée des représentants du peuple décida à l'unanimité de maintenir Nuon Chea à sa tête en tant que président. Le 15 février 1981, Nuon Chea organisa une conférence avec Khieu Samphan où il fut décidé de former un front uni contre les Vietnamiens avec le Front de libération nationale du peuple khmer et les royalistes. Nuon Chea et Khieu Samphan publièrent ensuite, au nom de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchea démocratique, des circulaires exhortant les militaires, les civils
et les compatriotes qui se trouvaient à l'étranger à continuer leur lutte patriotique contre les Vietnamiens. En octobre 1981, Nguyen Chia était le chef de la délégation du Kampuchea démocratique auprès de la conférence parlementaire asiatique à Pékin. Après la dissolution officielle du PCK, fin 1983 ou début 1984, Nguyen Chia a tenu une session d'éducation politique à Sam Laot, au cours de laquelle il aurait déclaré que, citation, « le communisme n'était qu'une voie vers le patriotisme ». Fin de citation. Paragraphe 1582. Nguyen Chia s'est rallié au gouvernement de Phnom Penh en compagnie de Khieu Samphan en décembre 1998, plus de 6 mois après le décès de Pol Pot. Au moment de son arrestation, le 19 septembre 2007, Nguyen Chia vivait avec sa femme au village de Prum dans le district de Pailin. Paragraphe 1583. Après avoir annoncé lors de sa première comparution et lors du débat contradictoire préalable à sa mise en détention qu'il contestait l'ensemble des faits reprochés et qu'il voulait, citation, éclairer le monde sur la vérité, fin de citation, Nguyen Chia n'a plus fait aucune déclaration sur le fond, arguant d'abord de problèmes de santé, puis préférant exercer son droit au silence. Paragraphe 1584. Nguyen Chia a refusé de rencontrer les experts psychiatres chargés de l'examiner et d'émettre un avis sur son aptitude à être jugé. Ceux-ci se sont donc bornés à constater que le dossier médical de l'intéressé ne révélait aucun antécédent de trouble mental. De Ieng Sari, alias Van. Paragraphe 1589. L'action politique de Ieng Sari jusqu'en 1979 est analysée dans la section de la présente ordonnance relative au rôle des personnes mises en examen. Paragraphe 1590. Au début de 1979, alors que l'armée vietnamienne entrait au Cambodge, il s'enfuit en direction de la Thaïlande, retrouvant Pol Pot et Nguyen Chia près de Pursat. Il fut alors décidé de l'envoyer en Chine négocier une assistance. Paragraphe 1591. Le 19 août 1979, par jugement du tribunal populaire révolutionnaire de Phnom Penh, il fut condamné par contumace pour génocide, ainsi que Pol Pot, à la peine de mort et à la confiscation de ses biens. Paragraphe 1592. Ieng Sari continua à assumer ses fonctions officielles au sein du gouvernement en exil, représentant le gouvernement à l'étranger, en particulier aux Nations Unies, et étant reconnu par les médias étrangers comme l'un des chefs du régime Khmer Rouge. En 1982, à la création du gouvernement de coalition GCKD qui, outre la composante Khmer Rouge, comprenait les partisans de Norodom Sihanouk et ceux de Son Sen, Ieng Sari céda son portefeuille des affaires étrangères à Khieu Samphan.
Paragraphe 1593. Responsable du comité économique et financier du GCKD de 1982 à 1991, Ieng Sary resta l'interlocuteur exclusif des autorités chinoises pour tout ce qui concernait l'assistance militaire et financière fournie par Pékin au Khmer Rouge. Paragraphe 1594. Ieng Sary a été ensuite progressivement marginalisé au sein du mouvement, se voyant relevé de plusieurs de ses responsabilités. En août 1996, la rupture fut consommée et Ieng Sary se rallia au gouvernement, suivi de milliers de partisans. Par décret royal du 14 septembre 1996, il fut gracié de sa condamnation de 1979 et bénéficia d'une amnistie au regard de la loi du 14 juillet 1994 relative à la mise hors la loi de la clique du Kampuchea démocratique. Paragraphe 1595. En 1997, il créa un parti, le Mouvement démocratique d'union nationale, qu'il envisagea de présenter aux élections de 1998 avant de renoncer. Paragraphe 1596. Jusqu'à son arrestation, Ieng Sary partageait son temps entre Phnom Penh et Pailin en compagnie de son épouse. Paragraphe 1597. Dans le cadre de l'expertise psychiatrique ordonnée par les co-juges d'instruction, les experts se sont entretenus avec Ieng Sary. Il conclut à l'absence de trouble mental en ces termes. Citation. Ieng Sary se présente comme un homme âgé de 85 ans pour lequel les fonctions cognitives apparaissent conformes à son âge et sa mémoire à long terme semble remarquablement intacte. Il ne montre aucun signe de désordre mental, même s'il apparaît clairement qu'il a souffert, dans une certaine mesure, d'un traumatisme psychologique au cours de son parcours de vie, et ce pendant de nombreuses années. Néanmoins, il n'apparaît pas qu'un désordre mental puisse être diagnostiqué. Et il a, selon nous, une robuste santé mentale pour un homme de cet âge. Nous avons identifié une légère diminution cognitive, en particulier dans la région de la mémoire récente, dont nous pensons qu'elle est conforme avec l'âge de l'accusé. Après examen, nous ne pensons pas que cela affecte Ieng Sary au point qu'il ne pourrait être considéré comme remettant en cause son aptitude à être jugé. Fin de citation. 3. Khieu Samphan. Paragraphe 1601. L'action politique de Khieu Samphan jusqu'en 1979 est analysée dans la section de la présente ordonnance relative au rôle des personnes mises en examen. Paragraphe 1602. Après la chute du régime, la fuite des dirigeants du PCK et l'avancée des troupes vietnamiennes, Khieu Samphan a continué de soutenir les activités du PCK, restant au Cambodge avec Pol Pot et aidant à diriger le conflit avec les Vietnamiens. Sa participation consista en des visites
conduite et la distribution de fournitures aux troupes et a représenté le Kampuchea démocratique en tant que président du Présidium de l'État. En tant que président et Premier ministre du Kampuchea démocratique et président provisoire du Front patriotique et démocratique, Khieu Samphan a contribué à l'établissement d'une coalition avec les autres groupes de résistance, le Front national de libération du peuple khmer et les royalistes. À la formation du GCKD en 1982, Khieu Samphan devint vice-président en charge des affaires étrangères du Kampuchea démocratique. Entre 1979 et 1986, il a effectué des missions diplomatiques et a représenté le Cambodge à l'Organisation des Nations Unies. En août 1985, lorsqu'a été décidée la création du Parti du Kampuchea démocratique, Khieu Samphan en a été nommé président. En 1989, représentant le Kampuchea démocratique, il a participé à la conférence internationale de Paris. Et en 1991, il était présent aux côtés de Son Sen à la signature des accords de Paris. À ce titre, il a effectué une visite officielle à Phnom Penh en 1991, au cours de laquelle il a été attaqué par un groupe de manifestants. Il a maintenu des alliances politiques avec Pol Pot jusqu'à l'arrestation de celui-ci par les Khmers rouges en 1997. Bien que niant généralement toute association avec les crimes commis sous le régime du Kampuchea démocratique, Khieu Samphan a admis en avril 1986 que les Khmers rouges, citation, avaient commis des erreurs. Fin de citation. កថាខណ្ឌ1603 Paragraphe 1603. Khieu Samphan, vécut à la frontière thaïlandaise-Cambodge jusqu'à son ralliement au gouvernement cambodgien en compagnie de Nuon Chea en décembre 1998. À son arrestation, il résidait à Pailin. Paragraphe 1604. Khieu Samphan n'a pas voulu rencontrer les experts psychiatres chargés de l'examiner et d'émettre un avis sur son aptitude à être jugé, leur faisant savoir qu'il ne souffrait d'aucun problème psychiatrique et qu'il refusait de se soumettre à une évaluation. Les experts ont donc seulement pu constater que son dossier médical ne révélait aucun antécédent de trouble mental. Merci, Monsieur le Président, c'est tout. Le Président. Le moment est venu de prendre la pause déjeuner. La Chambre va donc suspendre les débats jusqu'à 13h30. Cet après-midi, nous entendrons la déposition du témoin TCW 428. Compte tenu des objections soulevées par les parties sur la déposition du témoin TCW 428, la Chambre va maintenant rendre une décision. La Chambre de première instance est saisie d'une demande des coprocureurs
Pendant que soit placé au dossier un entretien du témoin TCW 428 du 11 décembre 2010 en tant que nouveau document, conformément à la règle 87 alinéa 4, la Chambre peut juger recevable de nouveaux éléments de preuve pouvant conduire à la manifestation de la vérité quand cet élément de preuve répond aux critères de pertinence, fiabilité et authenticité à première vue, critères prévus par la règle 87 alinéa 3. Conformément à la règle 87 alinéa 4 et conformément aussi à la jurisprudence au niveau international, la Chambre a, en règle générale, demandé à la partie demandante de montrer à la Chambre que l'élément de preuve proposé n'était pas disponible avant l'ouverture du procès ou n'aurait pas pu être découvert par diligence raisonnable. Document E-190. Bien que ce document ait été créé après l'ouverture du procès, il était disponible quand la Chambre de première instance a donné avis aux parties le 25 octobre 2011 que le témoin TCW 428, on l'interprète, pouvait être cité à comparaître pendant les premières phases du procès 002, en référence document E 131 barre 1. Par conséquent, la demande du bureau des coprocureurs vient presque un an après que le bureau ait été avisé que ce témoin pouvait déposer, et ce, à la veille de sa comparution. Qui plus est, le document n'était disponible qu'en khmer jusqu'au 28 septembre 2012, le jour du vendredi avant que le témoin soit cité à comparaître, ce qui a donné très peu de temps pour les parties et la Chambre de première instance de pouvoir bien saisir la substance de ce document de 40 pages. Pour ces motifs, la Chambre de première instance ne considère pas que la demande des coprocureurs a été déposée en temps opportun, conformément à la règle 87.4. Je vois que la défense de Nguyen Chia demande la parole. Allez-y. Maître Yanoutsi, merci Monsieur le Président et bonjour à tous. J'ai deux demandes à vous présenter ce matin. La première, par rapport à ce qui vient d'être fait, c'est-à-dire la lecture des paragraphes de l'ordonnance de clôture, notre client, Nguyen Chia, aimerait pouvoir faire des observations publiques sur ces paragraphes qui ont été lus à voix haute. Il voudrait le faire en débat public. Malheureusement, on m'informe aussi qu'il souffre de mal de maux de tête, maux de dos et d'un manque général de concentration. Je propose donc que l'on prenne peut-être 15 minutes de plus pendant la pause déjeuner pour qu'il puisse se reposer et qu'il puisse revenir au retour de la pause déjeuner, et on me dit qu'il pourra faire des observations de 5 à 10 minutes. Il pourrait donc présenter ses commentaires et se retirer à la cellule de tension temporaire pour le reste de l'après-midi, si cela sied à la Chambre. Voilà donc ce que nous présentons ce matin.
ឆ្លើយតបទៅ Le président. Nuanchea a présenté une demande par le truchement de sa défense. Une première demande tendant à laisser l'accusé répondre à la lecture des paragraphes de l'ordonnance de clôture. La défense a indiqué que l'accusé aurait besoin d'une quinzaine de minutes pour faire ses observations. La Chambre en tiendra compte et tranchera en temps usité. Cet après-midi, nous entendrons le témoin TCW 428. La Chambre note aussi la demande de Nuanchea présentée par le truchement de sa défense, par laquelle il demande à pouvoir se retirer à la cellule de détention temporaire pour suivre les débats pour le reste de l'après-midi. La Chambre fait droit à la demande et donc Nuanchea pourra suivre les débats par moyen audiovisuel depuis la cellule de détention temporaire du tribunal pour le reste de la journée. La Chambre prend note du fait que Nuanchea a renoncé à son droit de participer directement au débat dans le prétoire. La défense devra remettre le document par lequel Nuanchea renonce à ce droit, document qui doit porter sa signature ou l'empreinte digitale de son pouce. La Chambre enjoint dans les services techniques d'assurer le lien audiovisuel entre le prétoire et la cellule de détention temporaire, de sorte à ce que Nuanchea puisse suivre les débats depuis cette même cellule pour le reste de la journée. Garde de sécurité, veuillez accompagner les accusés à la cellule de détention pendant le déjeuner. Nuanchea y restera pour le reste de l'après-midi. Monsieur Kessampan, lui, doit être ramené au prétoire avant 13h30. Y a-t-il autre chose, maître? Allez-y. Maître Iannuzzi. Merci, Monsieur le Président. En effet, j'ai une autre chose à soulever, qui n'a rien à voir avec la question, mais plutôt avec le prochain témoin qui sera cité à comparaître. Je pense qu'il est, compte tenu de l'heure qu'il est, que je le fasse après le déjeuner, mais cette demande, il est essentiel que ma demande soit présentée en l'absence du témoin. Donc j'apprécierais que le témoin ne soit pas dans le prétoire immédiatement au retour de la pause déjeuner pour que je puisse présenter ma demande. Merci. Le président. Maître, pouvez-vous, je vous prie, résumer votre position et la demande que vous souhaitez présenter? Nous avons toujours maintenu que vous devez faire des présentations les plus claires possibles pour que nous puissions vous accorder la parole. Maître Iannuzzi. Oui, je peux le faire maintenant, bien sûr. Comme je l'ai dit, ça ne devait pas prendre plus de 5 minutes. Mais je remarque qu'il est 12h20. Je présume que les gens ont faim. Mais je peux faire la présentation maintenant. Le président. Oui, allez-y. Mais soyez précis.
sur la nature de votre demande. Avant de présenter une demande détaillée, vous devez la résumer et nous dire de quoi elle traite. Dites-nous de quoi vous souhaitez parler et la Chambre décidera ensuite du temps de parole à vous accorder. Thank you, Mr. President. Maître Yannoutsi, je vous remercie, Monsieur le Président. C'est très bref. C'est une motion in limine, comme on l'appelle chez nous. Il s'agit donc d'une demande présentée oralement, préalable à la déposition d'un témoin, pour exclure certaines portions de son témoignage. Il s'agit d'une pratique bien établie. Elle porte en particulier une déclaration du témoin. Bon, je le ferai en fait maintenant, car le témoin n'est pas là. Je fais ici référence à un document E3, barre 80. C'est l'un des procès-verbaux d'audition pris par les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction de M. Mers-Veun, témoin TCW 428. Notre préoccupation porte sur une petite section du document. Et laissez-moi lire les ERN très rapidement, ce ne sera pas bien long. C'est la 5e page de la version anglaise, ERN. Bon, 0049 16 57. En Khmer, 0048 64 72. Et en français, 00 50 97 87 à 88. Si je puis lire une seule ligne de ce procès-verbal, et il sera évident donc ce que je demande. C'est une question que pose l'un des enquêteurs. Et bon, je ne suis pas ici, je fais simplement lire. Selon le procès-verbal des aveux de Chuchet, alias Si, qui constitue, blablabla, et une citation. Et on passe et l'on a montré aux témoins une bonne partie d'aveux obtenus par la torture aux témoins, par les enquêteurs. Donc nous avons ici un organe judiciaire qui dépend d'éléments de preuve obtenus par la torture. Ce problème est bien évident et j'aimerais le dire, j'aimerais qu'il soit acté que malgré l'interdiction catégorique de la Convention pour la prévention de la torture, malgré donc cette convention, voici un organe judiciaire qui dépend de la substance d'éléments de preuve fondés pour la torture. Je n'ai pas à rappeler ici aux juges et au public que ce type de pratique, c'est-à-dire de dépendre d'éléments de preuve obtenus par la torture dans leur substance, est tout à fait interdit. Et la Chambre a d'ailleurs approuvé cette interdiction. Donc il semblerait, à la lecture de ce document, que fonctionnaire du bureau des co-juges d'instruction ne se soit pas conformé à cette interdiction. Je le fais aussi pour le bénéfice du juge Lavergne et les autres. Je ne fais pas ici une plainte pour vice de procédure. Comme nous le savons, la Convention ne touche pas les vices de procédure, mais bien la substance. Et selon moi, il s'agit ici donc d'un problème de fond sur la façon dont l'instruction a été menée. Un autre, parmi plusieurs. Comme je l'ai dit, il s'agit là ici donc d'une requête illiminée, L-I-M-I-N-E pour les interprètes. Il s'agit donc d'une requête qui visant à exclure une portion de ces dépositions qui comprend une partie des aveux. Je crois que nous sommes tous d'accord qu'il s'agit d'un problème. Que faire? Quelle est la solution? Selon nous, eh bien, ce passage que j'ai lu au début de la page 5 et les questions qui suivent portant sur cette substance même des aveux devraient être retirées, ne devraient pas être discutées ni par les juges ou les parties,
L'accusation peut certainement poser des questions sur certains sujets, mais selon nous, cette portion, donc je dirais que ça irait de la question-réponse 16 jusqu'à question-réponse 20 de ce document, devrait être exclue. Et je l'espère, du moins je m'attends à ce que le raisonnement soit évident. Il s'agit ici de ce que nous on appellerait chez nous le fruit de l'arbre empoisonné. Il s'agit d'une violation illégale, l'utilisation en recours à un document illégal, ce qui en soi est l'arbre empoisonné et le fruit de cet arbre et ce qui en découle. Et le président interrompt. Combien de temps voulez-vous pour faire cette demande? Tout ce que nous voulions savoir, c'était le sujet de votre demande. Je ne m'attends pas à ce que vous fassiez une requête orale. Veuillez, je vous prie, nous dire de combien de temps vous avez besoin. Nous devons comprendre le sujet de votre demande. It was, in a nutshell, Maître Yanouzi, en résumé, je dirais que ma requête peut être utilisée, comme Duke Ellington l'a dit, il y a deux types de musique. Il y a la bonne musique et la mauvaise musique. Je fais ici référence donc à deux types d'éléments de preuve. Et voici un mauvais élément de preuve qui ne devrait pas être utilisé dans cette chambre. Voilà donc la requête éliminée que je vous présente. Le président. Merci. La Chambre prend note de votre requête. Même si vous n'opposez pas de vice de procédure, nous notons votre requête. Nous avons déjà fait face à une telle requête et vous avez bien entendu le droit de contester la procédure et l'instruction. L'audience est levée. Maître Yanouzi, il s'agit d'une requête orale que j'ai faite. Et pour que tout soit équitable, nous devons entendre ce que mes collègues en pensent, ce que l'accusation en pense, et vous devez décider. Je vois que vous quittez, mais en tant que juge, vous devez être en mesure de traiter de cette question lorsqu'elle survient en prétoire. Partir ne réglera pas le problème.